La gestion des déchets électroniques de l'Europe ou des États-Unis ne doit pas retomber sur les Africains qui sont démunis. Si nous sommes tous citoyens du monde, pourquoi les gouvernements ne font rien pour empêcher que ces déchets dangereux soient exportés vers ce continent pauvre qu'est l'Afrique? Les Occidentaux déversent délibérément leur équipement obsolète et leurs matières dangereuses sur l'Afrique. Parce que ça leur coûterait plus cher de s'en débarrasser chez eux. C'est la solution la plus économique pour eux. Cette situation me met en colère. Si les déchets électroniques sont dangereux, quelqu'un doit prendre en charge le coût de leur élimination. S'en débarrasser en les expédiant chez les autres n'est pas juste. Rien qu'ici, autour de nous, on voit bien qu'environ 70% des personnes exposées dans ces décharges électroniques sont des femmes et des enfants. Ils représentent la majeure partie des gens qui viennent ici. La plupart ne savent pas que ces déchets sont dangereux. Il faut qu'on se penche sérieusement sur la question. Sinon, un jour la prochaine génération pourrait se soulever et blâmer l'Occident d'avoir tué les habitants des pays en développement. Il faut mettre un terme à cette situation. Nous sommes à Abok-Bloshi, une décharge de la banlieue d'Accra, au Ghana. Avec Tchernobyl, c'est l'un des endroits les plus pollués de la planète. Ici, les déchets électroniques sont démontés pièce par des hommes, des femmes et même des enfants. Ils récupèrent tout ce qui peut avoir de la valeur dans les entrailles des objets que nous jetons. C'est une activité aux conséquences néfastes pour les individus comme pour l'environnement. Face à une production et une consommation d'appareils électroniques en constante augmentation chaque année, de plus en plus de décharges non réglementées émergent dans le monde. Elles sont l'incarnation de la crise des déchets électroniques que nous vivons. Le Ghana importe d'énormes quantités d'appareils électroniques de seconde main. Une étude récente montre que 70% des appareils électroniques importés sont des produits d'occasion. C'est énorme. Mais sur ces 70%, près de 20% de ces équipements sont complètement hors d'usage. Cela finit dans des décharges ou à la case d'Abok-Bloshi. Là-bas, les gens les démontent sans prendre de précautions pour récupérer les métaux précieux qu'ils contiennent. À ce problème s'ajoute l'absence d'emploi pour nos jeunes. À cause de ces métaux précieux qu'ils peuvent revendre, beaucoup de jeunes gens se lancent dans cette activité dangereuse pour gagner de quoi vivre. Les problèmes liés aux déchets électroniques sont donc multiples et se posent non seulement ici, à Accra, mais partout au Ghana. Quand j'ai commencé, je brûlais et je démontais les déchets électroniques. Je devais avoir 17, 18 ans. Les appareils viennent des villes. Ils proviennent d'entreprises, de particuliers et de magasins d'informatique. Sur ce qui arrive d'Europe, les appareils bons pour la revente sont emportés et ceux qui sont hors d'usage sont envoyés ici. Ces appareils, on les démonte et on en récupère le cuivre, les câbles et l'aluminium. Le reste, on le brûle. On forme un groupe de ferrailleurs et on s'est réunis en association. L'association des ferrailleurs de la Grande Accra. Dans notre casse, on traite les déchets métalliques pour en extraire le cuivre et l'aluminium, entre autres. On récupère les véhicules automobiles, les grosses machines industrielles, les pièces d'ordinateur et les appareils électroniques, comme les postes radio, les téléviseurs,
et tout un tas d'objets métalliques. C'est le genre de choses qui nous intéresse. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'on aurait un jour des ordinateurs portables pour naviguer sur Internet, s'appeler et regarder des films, des mobiles qui font tout ça en plus de leur fonction première de téléphone et des appareils intermédiaires comme les tablettes, qui font quasiment la même chose, je n'y aurais pas cru. Mais l'informatique a envahi nos vies, y compris dans les pays en développement. Prenons l'exemple du téléphone portable. En 2011, 500 millions ont été fabriqués. 2 ans plus tard, ce chiffre a doublé pour atteindre 1 milliard. Et aujourd'hui, on compte plus de téléphones portables en fonctionnement sur la planète que d'habitants. Mais un jour ou l'autre, ils finissent tous par casser. En 2014, le volume de déchets électroniques produits dans le monde a atteint 42 millions de tonnes. Cela équivaut au poids de 400 cargos porte-containers ou de 115 Empire State Building ou encore de 7 pyramides de Khéops. Il y a 2 problèmes concernant leur élimination. Le premier, c'est qu'on jette des quantités énormes d'objets. Et le second, ce sont les matières dangereuses qu'ils contiennent. S'ils étaient recyclés comme ils devraient l'être, ils ne seraient pas un problème pour la santé humaine ou pour l'environnement. En revanche, s'ils finissent dans des pays où il n'existe pas de réglementation, les gens sont exposés à des produits toxiques et c'est très dangereux. C'est une activité très néfaste. Ces appareils sont conçus pour ne pas prendre feu. Ils sont traités avec des retardateurs de flammes et toutes sortes d'additifs chimiques qui ont une utilité dans le procédé de fabrication et pour les utilisateurs. Mais quand on démonte les composants et qu'on les brûle pour faire fondre le cuivre ou l'or qu'ils contiennent, ou qu'on les traite avec des acides pour récupérer certains matériaux, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui est libéré. Ça peut être des fumées ou des acides qui s'infiltrent dans les sols. Le problème, c'est surtout les fumées. Quand on les inhale, à chaque fois, on ne se sent pas bien. On n'arrive pas à dormir, on a de la fièvre. C'est systématique. Quand on respire ces fumées, on a mal à la poitrine. Et quand on tousse, c'est noir. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les interactions entre l'environnement et la santé humaine. Mon domaine, c'est la toxicologie, l'évaluation des nouveaux composants. L'équipe du reportage voulait mener une étude indépendante pour déterminer si le déversement et le démontage des déchets électroniques à Abok-Bloshi engendrent une pollution chimique. Pour cette étude, j'ai travaillé avec Samson Atiemo à la Commission ghanéenne de l'énergie atomique. Samson est un ancien enseignant, devenu chercheur à la Commission, un organisme public de recherche. J'enseignais dans un collège et un jour on a reçu un courrier d'une société néerlandaise dont je préfère taire le nom. Ils voulaient faire don d'ordinateurs et d'autres matériels à notre école pour soutenir l'enseignement de l'informatique. On était ravis parce qu'on avait vraiment besoin de cet équipement à l'époque. Ils ont pris en charge tous les frais. Ils ont acheminé 2 conteneurs de 12 mètres depuis les Pays-Bas jusqu'à ma ville natale d'Akropong, où j'enseignais. Quand on a essayé les machines, on s'est rendu compte que 80% ne marchaient pas. Ça nous a surpris. Pourquoi une entreprise dépenserait-elle autant d'argent pour ça? À l'époque, je n'avais pas encore entendu parler des déchets électroniques. Et puis, j'en ai discuté avec des collègues d'autres établissements et malheureusement, tous racontaient la même mésaventure. Et même dans un cas, aucun des ordinateurs reçus n'était en état de marche. Alors j'ai décidé de me renseigner et j'ai tapé « envoi d'ordinateurs hors d'usage en Afrique ». Et j'ai trouvé tellement d'informations sur le sujet que ça m'a poussé à m'y intéresser de plus près.
Ces zones noires, ce sont des sites de brûlage? D'anciens sites, oui. Et les gens rassemblés ici, ils traitent les déchets manuellement? Ils les démontent. D'accord. N'importe quel appareil que vous leur ramenez, ils le démontent pour vous. Même une voiture de sport, si vous voulez. Voici un exemple type d'activité de démontage. Comme vous voyez, les appareils sont en morceaux. Ces hommes qui sont en train de travailler, ce sont les plus exposés aux blessures. Ok. Le pourcentage est élevé. Tu vois cet homme qui tape sur un compresseur avec un marteau. S'il glisse, les conséquences pour lui peuvent être mortelles. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est dangereux, non? Faites attention, c'est plein d'essence. Ce qu'il fait est potentiellement dangereux. C'est pour ça que ses collègues protestent. Forcément, c'est de l'essence. Ça peut être du GPL. Et il y a des feux ici. Quand on examine les composants à l'intérieur d'un téléphone portable, on est surpris de voir à quel point ils sont minuscules. La demande en appareils toujours plus puissants et plus compacts fait que ces composants deviennent de plus en plus minuscules. Les condensateurs et les résistances font aujourd'hui moins d'un tiers de millimètre de section. Et leur dimension se rapproche de plus en plus de l'épaisseur d'un cheveu humain. Voici un téléphone relativement ancien. Il est facile de démonter jusqu'à un certain point. Après, ça devient plus compliqué. J'ai pu en enlever les vis, mais après... Ok, maintenant passons à l'électronique. On voit que la corrosion a déjà commencé. Ensuite, on a le circuit imprimé. Il y a toute une partie qui sert de blindage, parce que lorsque le téléphone est en marche, il émet des radiations. Et ici, on voit ce petit moteur électrique. Il sert à faire vibrer le téléphone. Et ce petit poids au-dessus est en alliage de tungstène. C'est ce qui explique qu'il est si lourd. Et voilà. On a encore une partie du circuit imprimé, et là-dessous, si on enlève le plastique, on a de l'or. Quand il y a des boutons, généralement, il y a de l'or. C'est pour ça que les smartphones sont un peu moins chers à fabriquer, parce qu'ils n'ont ni clavier, ni boutons, et donc pas de contact en or. Dans cette conception, on n'a pas beaucoup réfléchi à la question du recyclage ou à la façon de récupérer les matériaux précieux ou d'extraire les matières toxiques. Tout est intégré. Et il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte que c'est compliqué et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour un recycleur, le plus simple sera de jeter ça dans un fourneau et de simplement récupérer le métal fondu. La technologie de recyclage actuelle est limitée. Sur l'ensemble des éléments qui se retrouvent dans le circuit des déchets, on ne peut en récupérer qu'une partie. Les déchets électroniques en représentent la moitié. Le reste n'est jamais entièrement récupéré, ce qui veut dire qu'on consomme et qu'on jette une partie de ces métaux très précieux. Il y a tout un éventail d'éléments qui sont considérés, surtout en Europe, comme toxiques. Le plomb est le plus connu, mais il y a aussi le cadmium, l'arsenic, dont la plupart des gens savent que c'est un poison, le mercure et d'autres éléments aux effets délétères. Donc tant qu'on régule la quantité libérée dans l'environnement et qu'on le fait de façon contrôlée et respectueuse de l'environnement, ces éléments restent gérables, même s'ils ont des effets néfastes sur la santé humaine.
Mais s'ils sont libérés sans contrôle dans l'environnement, qu'ils pénètrent dans les sols et se retrouvent dans l'air, alors ça devient problématique. Ils brûlent ces câbles pour en retirer le cuivre et le revendre. Il faut qu'on aille un peu par là aussi. Qu'on traverse la fumée. Oui. T'es prête? T'es sûre? Oui. S'agissant des produits chimiques qu'on essaie d'étudier, on s'est intéressé aux métaux lourds. Nous en avons sélectionné 5, le plomb, l'arsenic, le cadmium, le chrome et le mercure. Tous sont connus pour nuire à la santé humaine. Oh là, c'est terrible. Il va te falloir une bonne douche. Et beaucoup de savon. Markella, je préfère te prévenir. Cet échantillonnage va être le plus difficile de tous. Essaie de ramasser le moins de débris possible. Eh oui. Immédiatement après le prélèvement, on a apporté les échantillons à la CGEA pour les faire sécher et leur ôter toute humidité. On a ensuite tamisé très finement chacun des échantillons pour les débarrasser des petites particules de plastique, d'herbe ou autres. Enfin, on les a pesés en préparation de l'étape suivante. Celle-ci a consisté à y ajouter des acides pour déclencher une réaction qu'on appelle digestion acide. Cette réaction permet de rendre solubles les métaux lourds. Et les solutions obtenues servent pour la dernière étape de l'opération, à savoir l'analyse et la collecte de données. On a donc introduit ces solutions dans un détecteur, en l'occurrence un spectroscope d'absorption atomique, et on a obtenu les concentrations de métaux lourds par gramme. C'est comme ça qu'on a pu déterminer la teneur des 5 métaux lourds sélectionnés. Le résultat nous a beaucoup surpris. Avant de réaliser les tests, on s'attendait bien sûr à trouver de la pollution. Mais je ne m'attendais pas du tout à trouver des polluants dans des tailles d'échantillons aussi minuscules, ou dans des zones abandonnées et non directement liées aux déchets électroniques. Pour établir un lien de cause à effet clair entre chaque métaux lourd ou produit chimique et un problème de santé, il faut beaucoup de temps. C'est à ça que sert la toxicologie. Mais on peut tirer des conclusions de notre étude, étayées par d'autres également, parce que les résultats sont cohérents. Ils montrent qu'il se passe quelque chose dans cet endroit. Chaque fois que je reviens d'Agbogbloshy, je veille à ne pas rentrer chez moi avec ce que je portais là-bas. Autrement dit, j'enlève tous mes habits et je file directement dans la salle de bain sans rien toucher dans la maison. Une fois dans la salle de bain, je me lave des pieds à la tête. Ensuite, je fais tremper mes vêtements pendant au moins 3 jours avant de les mettre dans le lave-linge. L'objectif, c'est de ne contaminer personne à la maison, parce que la pollution sur le site est énorme. Et ça m'inquiète beaucoup. Les problèmes qui découlent des éléments toxiques sont bien connus. Des traités internationaux réglementent leur transport, leur utilisation et leur élimination. Et comme les déchets électroniques en contiennent, ils sont classés comme dangereux. Le principal traité sur les matières dangereuses est la Convention de Bâle. Je m'appelle Jim Puckett. Je suis le fondateur et directeur du réseau d'action de Bâle. Il découle de la Convention des Nations Unies, créée pour essayer d'aider les pays en développement à se protéger contre l'exportation de déchets dangereux depuis les pays riches et développés vers chez eux. La Convention de Bâle est un traité international unique dans le sens où elle est née et a été rédigée à l'initiative des pays en développement. Il est vital qu'elle soit ratifiée, en particulier par les pays auxquels elle doit le plus être appliquée, les plus gros producteurs mondiaux de déchets, et les États-Unis sont celui qui en produisent le plus par habitant.
170 États sont allés à la Convention, à savoir tous les États d'Europe, l'Australie, le Canada, le Japon, etc. Mais les États-Unis ont refusé de la ratifier. Et seuls 2 des pays qui l'ont signée à Bâle ont refusé par la suite de la ratifier. Et ces pays, ce sont Haïti et les États-Unis. Quand un produit est exporté depuis les États-Unis par bateau à destination de la Chine, dès qu'il quitte nos eaux territoriales, ça devient de la contrebande. Dans quelques secondes, mon oncle va s'imaginer en maillot de bain à Tahiti et reposer le clafoutis. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli FDJ. Nous sommes le mardi 23 juin 2015. Il est 11h22 du matin à Paramount, en Californie. On a un moniteur à tube cathodique qui va être envoyé à la société Athan Recycling au 13 941 Norton Avenue, Unité D à Chino, en Californie. Je vais faire en sorte de rendre ces équipements inutilisables. J'enlève le câble d'alimentation, au cas où. Et voilà, le moniteur ne marchera plus. On veut que ce soit un déchet, qu'il ne soit pas réutilisable. De cette façon, on pourra affirmer après coup qu'il s'agissait bien d'un déchet. Et si le recycleur le déclare comme un produit de seconde main, on pourra lui montrer cette vidéo qui me filme en train de le détruire. On a très peu de données fiables sur le commerce international des déchets. Pour la simple et bonne raison qu'on ne collecte pas de données concernant la circulation de ces déchets. Alors, ce qu'il faut faire, si on veut disposer d'informations tangibles sur ces circuits, c'est se salir les mains. Il faut aller chez les recycleurs. Il faut suivre les containers qui partent et disparaissent des radars. Il faut avoir des gens dans les ports, comme celui de Tema à Accra au Ghana, ou encore à Hong Kong, pour constater l'arrivée des déchets et les suivre jusqu'à destination. Il faut utiliser le traçage, ce que nous faisons. Voilà ce qu'il faut faire pour savoir ce qui se passe. Ça devrait être ce matériel qui est là. Dans cet ordre-là? Pas forcément, mais... Regarde les étiquettes, on va vérifier les numéros. Tu les feras dans cet ordre. D'accord. Et voilà, ce sera là. Il y aura sans doute un container, juste ici. Continue tout droit jusqu'au bout. Et à ta gauche, tu devrais tomber sur tout un tas de déchets électroniques. Et des palettes, un peu partout. Et aussi un container maritime ici, vu qu'il y a une rampe d'accès. Bonjour. On m'a dit de venir ici. Je voudrais me débarrasser de cet appareil. Donne-lui le formulaire. C'est un appareil personnel? Oui. Comment vous nous avez trouvés? J'ai juste besoin de m'en débarrasser, de le faire recycler. C'est possible? Oui, bien sûr. À ce jour, on a déployé environ 200 traceurs. On suit partout dans le monde. Je vais vous en montrer un peu plus avec le mode carte. Celui-ci, c'est celui qui est parti du Michigan et qui, comme on le voit, a traversé le pays en train, avant d'être expédié de Long Beach, en Californie, jusqu'à un port de Chine. Il a finalement atteint une destination très éloignée dans la campagne chinoise. Et si on zoome dessus, on voit un amas de points qui correspondent aux signaux émis toutes les 24 heures. Et si on bascule en vue satellite, on peut voir que ces points se situent dans une décharge située au milieu d'une exploitation agricole en Chine.
Sur les 200 traceurs du réseau d'action de Bâle, 62 ont voyagé jusqu'à des pays en développement. Mais un pays ne figure pas parmi ces destinations. Croire que le problème se limite au Ghana est une erreur. Le Ghana est facilement accessible. Il suffit de descendre de l'avion avec sa caméra, de rouler 20 minutes et de regarder autour de soi. C'est pour ça qu'on en parle autant. Mais c'est loin d'être le seul endroit du monde à connaître ce problème. On sait que les quantités de déchets qui arrivent en Chine, en Inde, au Pakistan et dans d'autres pays d'Afrique sont bien plus importantes. C'est un problème global, un problème aux causes économiques qui ne se limite donc pas au Ghana. Les traceurs du réseau d'action de Bâle ont révélé que les écrans cathodiques cassés confiés à Atan Recycling ont été exportés vers Taïwan. Or, la législation taïwanaise interdit l'importation d'équipements électroniques hors d'usage. On n'a pas pu tout tester, mais les 5 éléments qu'on a sélectionnés sont connus pour leur effet néfaste sur la santé, en particulier le plomb et le mercure. Les voies par lesquelles ces métaux lourds peuvent atteindre les personnes sont multiples. Leur inhalation, leur ingestion et même un simple contact avec la peau peuvent être dangereux. Et ils sont très nocifs pour les femmes enceintes, parce qu'ils peuvent altérer le développement des embryons. Dès qu'on a reçu les résultats, je les ai montrés au docteur Tony Fletcher. C'est un épidémiologiste qui travaille pour Public Health England et l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres où je travaille moi aussi. Ces dernières années, je me suis surtout intéressé aux expositions chimiques, notamment dans les sols contaminés et l'eau potable. Mais j'ai entendu parler d'Agboblochi par Markella, quand elle m'a montré ces résultats alarmants de pollution des sols là-bas. C'est très inquiétant parce que ça touche des populations vulnérables qui sont loin d'imaginer les dangers auxquels elles s'exposent. D'autant plus que ces produits n'ont pas d'odeur et qu'ils ne sont pas détectables au goût non plus. Les niveaux d'exposition sont suffisants pour entraîner des maladies chroniques sans que les malades se rendent compte de ce qui leur arrive. Il y a 2 principaux types de risques. Il peut y avoir des dommages neurologiques, des risques pour le cerveau et le système nerveux, particulièrement importants pour ce qui est du plomb et du mercure qui font partie des polluants, et aussi des risques de cancer pour l'arsenic, le chrome et le cadmium. Les 5 éléments testés sont tous connus pour avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Ces risques incluent le cancer, les problèmes respiratoires, les troubles du développement et la neurotoxicité. La concentration de ces éléments à Agbogbloshy est dans certains endroits plus de 100 fois supérieure à celle détectée en dehors du site. Nos conditions de vie sont mauvaises. Que ce soit au niveau de la qualité de l'air, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, parce qu'avec l'activité qu'il y a ici, on est en première ligne. On est les premiers à en subir les effets négatifs. Et donc on est mécontent de cette situation. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous aviez une fille mourante et que vous n'aviez pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Vous êtes coincé. Vous ne savez pas quoi faire. Voilà ce qu'on vit. Il n'y a pas de dépistage ici ? De temps en temps, le ministère de la Santé vient ici et fait des campagnes de dépistage, mais sur la base du volontariat. Ce n'est pas obligatoire. Non, pas du tout. Et ils font quoi? Des prélèvements? Oui, ils font des prélèvements, oui, et ils vérifient. Les constantes vitales, la pression sanguine, la glycémie. Mais bon, il n'y a pas de laboratoire de toxicologie nationale. Il n'y a pas de structure à l'échelle du pays. Et les gens qui tombent malades ici, est-ce qu'ils vont à l'hôpital? Ça peut arriver, oui. Il y a une clinique à côté où ils peuvent aller.
Mais bon, là encore, ils n'ont pas de moyens. Il faut bien comprendre que ces gens-là sont tout en bas sur l'échelle de la pauvreté. Ils n'ont pas d'argent pour faire pratiquer le type d'examen qui permettrait de diagnostiquer leur maladie. Ça arrive qu'ils se plaignent de maux de tête et de vomissements, qui sont des symptômes d'empoisonnement. On leur donnera peut-être un traitement contre le paludisme, une maladie très répandue au Ghana. Et ils finiront par mourir. Parce que ce n'est pas de paludisme qu'ils souffrent, mais d'un empoisonnement. Le Ghana semble entretenir une relation particulière avec ses anciens colons. Beaucoup des gens impliqués sont des expatriés britanniques. Beaucoup de matériel arrive du Royaume-Uni et dans une moindre mesure d'Europe continentale, des Pays-Bas et d'Allemagne. En revanche, il semble que peu de matériel provienne des États-Unis, si l'on en croit ce qu'indiquent nos traceurs. Les États-Unis n'ayant pas ratifié la Convention de Bâle, les entreprises qui y sont basées peuvent exporter des déchets électroniques sans enfreindre la loi fédérale. Dans l'Union européenne, qui a ratifié la Convention et mis en œuvre plusieurs autres accords, seuls les appareils électroniques en état de marche peuvent être exportés vers des pays en développement. Pourtant, des déchets électroniques continuent d'y être expédiés. Quand mon patron les importe depuis le Royaume-Uni, ils arrivent directement au port. Mon directeur général s'occupe des tâches administratives. Ensuite, ils sont répartis entre les différentes boutiques. Ils sont stockés dans un entrepôt avant d'arriver dans les magasins. Ça arrive parfois, mais pas toujours, que sur, disons, une cinquantaine d'appareils, 40 seulement soient en état de marche. Il faut les vérifier. Dans ce cas, c'est mon travail de les vérifier et de les réparer. Et ils viennent tous du Royaume-Uni, oui. On ignore l'étendue de cette activité, parce qu'il n'y a pas de trace administrative disant « j'ai exporté 10 000 tonnes de tel ou tel produit interdit ». On estime qu'il y aurait dans les 100 000 tonnes de déchets électroniques exportés illégalement depuis l'Angleterre chaque année. Les gens qu'on vise sont des trafiquants. Ils font ça pour l'argent. Il y en a de toutes sortes. Ça va des opportunistes, à la recherche d'un moyen rapide de se faire de l'argent, aux bandes ultra organisées, qui utilisent l'argent de la contrebande pour financer d'autres activités criminelles. Nous avons dans ce pays et en Europe un bon secteur pour récupérer et valoriser les déchets électroniques. Malheureusement, certaines personnes profitent du système. Elles récupèrent le matériel et font passer ces déchets pour des produits en état de marche. Elles les envoient ailleurs dans le monde pour s'en débarrasser à moindre frais, ce qui est illégal. Pour vérifier ces dires, notre équipe a caché 4 traceurs dans des moniteurs à tubes cathodiques cassés qui ont été mis hors d'usage par un électricien indépendant. Les appareils ont été déposés dans 4 sites de Londres. Sur les 4 moniteurs, 3 ont été confiés à des centres de recyclage et éliminés conformément à la réglementation. Le 4e appareil n'a pas suivi ce circuit. Comment ça va? Pas trop mal. Je veux faire recycler ça. C'est bien ça. J'en donne 50 centimes. Vous n'avez pas besoin de ça, si? Je veux le lait s'il est cassé. Merci beaucoup. Un mois plus tard, l'appareil est arrivé au port de Tema, à Accra.
Il a été envoyé dans le quartier de La Paz, un marché où se revendent des produits d'occasion venus d'Europe. Ça vient du Royaume-Uni? Oui, c'est ça. Notre équipe y retrouve le moniteur exposé sur l'étal d'une boutique de produits d'occasion. Ok, le traceur est là. On le voit là. Cet appareil leur a été revendu pour 15 $ américains alors qu'il ne fonctionne pas. Sur le circuit de l'occasion, les appareils ne sont pas tous en état de marche et c'est là le problème. Dans ce pays, on est très mauvais pour ce qui touche à la réparation. Quasiment plus personne ne fait réparer ses appareils électroniques. En revanche, dans ces autres pays, il est facile de faire réparer les choses et donc il n'y a pas de déchets comme il y en a chez nous. Il est parfaitement légal et pertinent du point de vue social et environnemental de réutiliser les ordinateurs et les autres appareils autant que possible. Dans certaines régions d'Afrique, 80 à 90% des gens n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Si on veut atteindre les objectifs de développement et intégrer l'informatique, les gens doivent pouvoir s'acheter ces produits et ils ne peuvent pas les acheter neufs. Je crois que comme les produits électroniques qui arrivent chez nous sont de seconde main, on a l'impression au Ghana qu'ils sont de meilleure qualité que s'ils étaient neufs. Et parfois, c'est vrai. La plupart des produits qui viennent des pays asiatiques sont de moins bonne qualité. Et ils tombent facilement en panne. Alors les gens ont tendance à acheter davantage de matériel d'occasion. Qu'ils soient exportés légalement ou pas, les produits électroniques finissent toujours à un moment donné par devenir des déchets. Or, les pays en développement ne disposent pas des infrastructures de recyclage nécessaires pour que ces déchets électroniques puissent être éliminés sans danger. Et comme ils ne peuvent pas être expédiés ailleurs, ils finissent dans des dépotoirs comme celui d'Abog-Bloshi. Au Ghana, il y a des gens qui cherchent à racheter ces déchets pour en récupérer les pièces. On ne sait pas à quoi ça leur sert, mais ils nous les rachètent pour moins cher et ils nous en débarrassent. En général, ils viennent à l'entrepôt, parce que quand on a testé les appareils et qu'ils ne fonctionnent pas, et qu'on ne peut rien en faire, on les met de côté. Quand quelqu'un en veut, on les donne. On ne peut pas les laisser dans nos poubelles, et on ne peut pas les envoyer à la décharge non plus. D'ailleurs, ils vont en chercher là-bas aussi. C'est pour ça que c'est important qu'ils nous en débarrassent. Il n'y a pas d'autre solution à part compter sur les ferrailleurs. Les fabricants d'électronique devraient être responsables de ce qu'ils fabriquent. Rien ne justifie que des claviers de grandes marques d'informatique se retrouvent ici, à Agbog-Bloshi. Surtout quand on prétend parler d'économie circulaire au Royaume-Uni. C'est injustifiable. Comment se fait-il que des marques comme Dell, HP, Toshiba, etc. soient responsables de la fin de vie de leurs produits au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique? Mais qu'une fois ces produits en Afrique, cette responsabilité soit laissée à de jeunes hommes pauvres qui, en les démontant, s'empoisonnent, eux et leur entourage. Ça me rend malade de voir que les cartes mères et les claviers de ces multinationales sans scrupules sont laissés à l'abandon partout ici. Ce problème ne date pas d'hier. Ça fait presque 10 ans que ça dure maintenant. Pourquoi il n'y a eu aucune action concrète de la part des fabricants pour essayer de résoudre ce problème? Gentlemen, please find your seats and silence your devices. Welcome to the future. The millions of decisions, big and small. The countless realizations of new ideas.
The immeasurable number of choices that all happened in this moment will shape the world as we know it tomorrow and for years to come. New technologies are giving us the power to not only navigate the chaos, but to define the future ourselves. L'attention que le monde porte aujourd'hui au changement climatique et aux matières premières est très intéressante. Il y a un souci d'équilibre entre ce que nous possédons et ce qui nous est nécessaire. Si partout dans le monde les gens consommaient autant que les Américains, il faudrait 5 fois la Terre pour fournir assez de matières premières. Mais nous n'en avons qu'une, et ça ne changera pas. D'où l'urgence de repenser la fabrication et la consommation des produits manufacturés au niveau mondial. Notre objectif d'ici 2020 est de collecter 1 milliard de kilos de produits électroniques. Au niveau mondial, actuellement, nous en sommes à plus d'un demi-milliard de kilos. Et rien qu'avec notre programme Reconnect, lancé en 2004, nous en avons collecté près de 200 millions. Nous sommes le recycleur le plus important du monde, présent dans 70 pays et territoires. C'est dire à quel point nous prenons ça au sérieux. Parce que quand on voit ces images de décharge en Chine et qu'on voit la marque Dell sur un de ces déchets, on ne veut voir ça dans aucune décharge. Et parce que nous avons vu la quantité de déchets qui finissent à l'étranger, Dell a pris position pour défendre l'interdiction d'exporter des déchets électroniques depuis les États-Unis. Mais le recyclage à lui seul n'est pas la solution. C'est un procédé complexe et coûteux dans lequel beaucoup de matières valorisables sont perdues. Pour réduire la quantité de déchets électroniques, nous devons entièrement repenser notre façon de concevoir et de fabriquer notre technologie. Le modèle économique linéaire actuel du « je prends, je consomme et je jette » n'est plus adapté. On fabrique la majeure partie de l'électronique qui nous entoure aujourd'hui de façon linéaire. Cette façon de faire remonte à la révolution industrielle. C'est un procédé très efficace qui offre une quantité de produits électroniques de haute qualité à des prix abordables. Mais on n'a porté aucune attention à ce que deviennent ces produits arrivés en fin de vie. Ils sont rarement réparables ou remanufacturables. Or, c'est là un critère essentiel si on veut passer à un modèle circulaire. Dans l'économie circulaire, les produits sont conçus pour pouvoir être remis en état et sur le marché. Les produits sont fabriqués et optimisés pour le processus d'achat. Quand les gens vont acheter un appareil, ils comparent les fonctionnalités, pas la longévité. Aujourd'hui, les fabricants doivent être capables de créer des produits qui soient à la fois attractifs, utiles, modernes et conçus pour durer. Pour appliquer le concept d'économie circulaire à l'électronique, il faut réparer et réutiliser. Si on allonge la durée de vie d'un produit, on peut bâtir une économie circulaire. Mais pour ça, il faut réduire l'accent mis sur le recyclage, parce que c'est le maillon le moins important de la chaîne. On a été tellement frustrés par l'inertie du secteur et par l'absence totale de volonté des fabricants de résoudre ce problème qu'on a décidé de le faire nous-mêmes. On montre aux utilisateurs comment réparer leur appareil. On démonte les produits, on explique aux gens comment le faire, que ça plaise ou pas aux fabricants. Quand un produit sort sur le marché, on le désosse. On réfléchit à une procédure pour le réparer. Et on commence à rédiger les instructions de réparation. Ici, j'ai une montre connectée et ça a été très difficile de trouver le moyen de la démonter. À cause du verre, il a fallu la chauffer et utiliser un couteau spécial pour couper le joint autour et passer en dessous. Et parmi ce qu'on a trouvé à l'intérieur, dans les entrailles de la montre, il y a la batterie. S'il n'y avait pas cette batterie et que vous vouliez recycler cette montre, il suffirait de la jeter dans la déchiqueteuse après avoir retiré le bracelet. Mais une batterie est dangereuse, parce que si elle est encore chargée et que vous la jetez, la poussière pourrait s'enflammer et provoquer une explosion. Et quel recycleur a les moyens de dépenser 5 minutes en coût de main-d'œuvre par batterie enlevée, sur une montre qui va lui rapporter dans les 50 centimes de matières premières?
Il faut créer une réalité différente de celle qu'on connaît pour résoudre les problèmes. Alors on se concentre sur ceux de notre chaîne d'approvisionnement pour initier un changement dans tout le secteur. Et on y parvient en changeant notre façon de penser. En ce sens, Fairphone fait partie d'un tout bien plus grand. On a rencontré un grand succès dans le sens où, au départ, ce n'était qu'une campagne d'information. Mais à un moment, on a décidé que pour faire vraiment bouger les choses, on devait faire partie du système économique. Et c'est là qu'on s'est dit que si plus de 5000 personnes étaient prêtes à acheter notre téléphone, on le fabriquerait. Et on a eu cette chance incroyable, grâce au crowdfunding, de vendre plus de 10 000 appareils en 3 semaines. Pour parler chiffres, on a récolté 3,5 millions d'euros de fonds en seulement 3 semaines. L'argent était sur notre compte et on ne savait pas fabriquer un téléphone. C'était la panique. Mais la volonté était là. La mission de Fairphone en tant qu'entrepreneur social, c'est de créer une économie plus juste en fabriquant notre propre téléphone. Une économie juste, c'est une idée tellement vaste et abstraite. Et c'est impossible de changer tout le système économique du jour au lendemain. Alors, ce qu'on a fait au niveau de notre chaîne de valeur, c'est identifier 4 domaines d'action dans lesquels on vise une amélioration constante sur le plan social et environnemental. Ces domaines sont l'extraction, la conception, la fabrication et le cycle de vie. Par exemple, notre priorité dans le domaine de l'extraction, c'est de trouver des alternatives aux tristement célèbres minerais qui sont à l'origine de conflits. Il s'agit de l'étain, du tantal, du tungstène et de l'or, en provenance du Congo et des pays alentours. En investissant dans des mines au Congo qui sont garanties sans conflit et en nous approvisionnant auprès d'elles, on espère permettre aux mineurs congolais de travailler dans ces mines vertes validées, plutôt que dans des mines exploitées par des groupes rebelles. L'un des principaux défauts de conception des smartphones, c'est qu'ils sont pensés pour être très attirants en vitrine, mais pas pour résister à la vie qu'on leur fait mener. On essaie de pallier ce problème avec ce boîtier intégré, qui offre aussi plus de robustesse. Un autre défaut, c'est l'écran qu'on finit par casser. Alors en général, on doit le rapporter au magasin et s'en séparer quelques jours. Sur le Fairphone 2, il y a 2 broches ici qu'il suffit d'ouvrir, et vous pouvez retirer l'écran. Ce qu'on a fait sur le Fairphone 2, c'est isoler tous les composants électromécaniques. Ce sont tous les composants électroniques qui ont un mouvement mécanique. Un appareil photo a une mise au point, un haut-parleur vibre, un port USB subit des branchements et des débranchements tous les jours. Et donc, tous ces composants sont les premiers à tomber en panne. Par exemple, si j'ai un souci avec l'appareil photo, après avoir établi le diagnostic, il me suffit d'acheter la pièce de rechange. Et avec un simple tournevis, je suis capable de retirer l'appareil photo. D'ici quelques années, je suis vraiment convaincue que le secteur aura intégré un grand nombre de ces notions d'économie circulaire dans la gestion des produits, leur conception, leurs services et la gestion de leur fin de vie. La technologie transforme notre société à un rythme encore jamais atteint. La vitesse à laquelle nous consommons les produits bat chaque année de nouveaux records. Et la quantité de déchets que nous jetons augmente proportionnellement. Il existe de plus en plus de sites sur lesquels les déchets électroniques sont manipulés sans protection, avec des conséquences terribles. Celui d'Agbogblochy n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il est temps de penser autrement, de s'assurer que nos produits électroniques ne finissent pas dans des endroits comme celui-ci. Il faut que fabricants et concepteurs fournissent des produits qui durent. Il est urgent de trouver une solution.
Comment peut-on parler d'économie circulaire alors que nous venons juste de trouver une carte mère, là, par terre? Pourquoi laisser ça traîner ici? Pourquoi contaminer ces enfants avec des choses pareilles, alors qu'on peut les utiliser correctement et les remettre en production? Est-ce un acte délibéré ou un manque de réflexion? Je crois que c'est seulement de la négligence. Alors il faut se ressaisir parce qu'on habite tous la même planète. Le problème n'est pas ghanéen. Il ne s'agit pas uniquement d'Agbok-Bloshi ou même du Ghana, de la façon dont nous gérons la fin de vie de nos équipements. Toute la question est là. Si on considère ça comme un problème local, si on se dit « c'est terrible, le Ghana est pollué » et qu'on met des photos dans les journaux et sur Internet pour le répéter à tout va, ce n'est pas constructif, parce qu'il ne s'agit pas que du Ghana. On vit dans un système global où on se préoccupe de la rareté des matières premières, de leur conservation. L'avenir de cette planète repose sur la façon dont nous la transformons et la rendons meilleure pour que les matières premières retournent dans la chaîne de production. Sinon, la prochaine génération ne survivra pas à ce que nous sommes en train de faire. C'est tout sauf durable.